que la machine qui est dans la vitrine est bien, quand je vois quelle simplicité, avec quelque chose d'aussi simple, Monseigneur le Maître a pu faire tous ces calculs, et on s'est tourné vers Gilbert le Maître qui a eu la gentillesse de venir ici sur place et de passer tout un temps avec nous, Dominique et moi. On a discuté autour de la machine. C'était un grand moment de... Donc vous voyez ici, on a le 3 juin 2015, on a donc Gilbert le Maître, dont voici la photo et qui regrette bien de ne pas être là, et qui m'a demandé de vous lire le texte qu'il aurait lu. Je vais le faire tout à l'heure. Donc Gilbert le Maître, qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il vient nous confirmer que, j'ai écrit au-dessus, qu'il n'y a aucun doute, la machine analogue à celle qui est dans la vitrine est bien celle qu'il a vue chez son grand-père, celle que son oncle a employée et celle que lui-même a employée pour faire des exercices, et que son oncle, il en est absolument certain, programmait ça. Il avait même une boîte à cigares qui contenait des taquets, et il avait plusieurs réglettes de programmation. Enfin, il donne des détails, il est absolument certain que sa mémoire ne le trompe pas. Donc très bien, on continue alors. On continue, on va voir ce que ça veut dire partiellement programmable. Partiellement programmable, ça c'est du vocabulaire à moi pour expliquer ce que fait cette machine. En effet, elle a une réglette de programmation partielle qui est amovible et tenue par des molettes, je vais vous montrer, qui peut supporter différents types de blocs. C'est pas du tout comme dans celle que tout à l'heure. Les blocs ces blocs, on visse des taquets. Il y a toute une série de taquets différents qui ont une fonction différente. Et ils sont identifiés par un indice, par un numéro et éventuellement par du vocabulaire. Il y en a un sur lequel il est marqué nonade, par exemple, sur ces taquets. Donc la machine là-bas, elle a une possibilité d'automatisation beaucoup plus grande que celle que je vous ai décrite jusqu'à présent. Donc chaque taquet, dit Gilbert, correspond à une fonction de programmation particulière, et au passage du chariot, chaque taquet fait monter la roulette solidaire du levier dont la tige pénètre à l'intérieur de la machine, et ce levier y enclenche une fonction désirée sans que l'opérateur ne pousse sur une touche. Mais en revanche, les touches gauche du clavier sont indispensables quand même pour avoir un séquencement complet des opérations. C'est impossible de faire autrement. Alors je vous montre la photo de cette machine ici. Donc vous voyez la réglette amovible ici, et en fait là il y a une vis, il y a moyen de dévisser cette molette et d'enlever la réglette. Donc voici les blocs à taquets de la machine ici, photographiés ici. Et vous voyez les taquets, le bloc à taquets, ceci c'est le taquet. En fait il y en a qui ont plusieurs taquets, celle-ci elle a 2 taquets. Et vous voyez encore vu sous un autre angle, parce que ça c'était vraiment du jamais vu, donc c'est ça qui est pointé du doigt dans la vitrine là-bas. Et voici un taquet qui se trouve justement sur l'article écrit par Gilbert le Maître, parce qu'on l'avait pris à ce moment-là. Et il se trouve qu'on a déposé ce fameux bloc à taquet sur son article, et c'est un morceau de cet article-là que je vais vous lire tout de suite. Alors bon, voilà, il dit que la machine de son oncle était un peu plus ancienne que celle qui est là. Elle était d'ailleurs noire et probablement avec beaucoup moins de registres. Alors maintenant, je fais encore un tout petit commentaire, si vous me le permettez, sur un livre qui est extrêmement intéressant, qui est le livre de Marguin, qui est à mon avis en tout cas une grande référence en la matière, qui s'appelle « Histoire des instruments et machines à calculer », qui se trouve trôné en tout cas au Centre national des arts et métiers à Paris. Et ce grand livre, qui est vraiment une bible en la matière, mentionne la Hopkins Burroughs M200 de 1903, donc c'est totalement ce dont on parle, et il la classe parmi les machines à calculer mécaniques, arithmétiques, multiplicatrices à multiplication directe, mais il ne fait aucune allusion à ces possibilités de programmation. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas décrit. Alors, si vous permettez, je fais un tout petit tour dans l'histoire des machines programmables qui ont conduit à l'ordinateur, mais un tout petit tour, hein, pour vous montrer qu'il y a encore une autre particularité de cette machine que je n'ai pas encore pu souligner. Donc, en fait, cette histoire, elle passe par l'histoire, c'est en Europe que ça se passe, et c'est par les horloges et les annexes des horloges. En fait, bon, je vous fais grâce, au XIVe siècle, il y a un manuscrit qui se trouve en Pologne et qui explique qu'il y a des picomobiles sur des tambours de carillon, mais on ne sait pas si ça a été implémenté. Oui, mais je vais vous montrer une photo. Et puis ce dont on est sûr, en tout cas, c'est qu'en 1530, et c'est probablement en Belgique que ça s'est passé, enfin, le territoire belge, on a inventé, et ça on est sûr qu'on les avait implémentés, des picots mobiles, mais ça c'est du binaire, un picot c'est vraiment comme un picot d'aiguille, pour
je vais vous montrer tout de suite une photo, pour changer les mélodies de carillon. Dans les clochers, on les changeait 4 fois par an. Alors je vais faire un petit détour par les jeux, parce que là, il y a au XVIIIe siècle Pierre-Jacques Hédreau qui a fait je vais vous montrer sa photo, qui a fait un écrivain, l'automate écrivain, qui avait des taquets. Et voilà, les taquets sont en tout cas utilisés dans le domaine des jeux pour programmer. Je vais vous le montrer. Et puis de là, je passerai au tissage. Il y a moyen que tous ces domaines se touchent. Et puis du tissage, je vais vous montrer une machine de jacquard. Je vais vous passer, j'en arrive au calcul, parce que là, je vais vous faire un plat de la machine analytique de Babbage qui est programmée avec des cartes perforées. J'ai presque fini mon office, mais voici, regardez, voici le tambour de carillon. Un tambour de carillon, c'est à la taille d'un homme. Vous voyez quelqu'un ici à côté, ça se passe à Malines, parce que peut-être vous ne savez pas, mais Malines est la capitale, au point de vue des carillons, il y a l'école de carillon, etc. On est très très connu en Belgique pour nos carillons. Et donc vous voyez ici des professeurs de l'école de Malines qui sont en train de noter, parce que ça s'appelle noter, de mettre les notes au bon endroit sur ce tambour de carillon dont vous voyez les tringles, etc., qui vont aller frapper les cloches, enfin agiter les battants d'une cloche. Donc les mélodies de carillon, vous savez, Mozart a écrit des morceaux pour carillon, hein, comme vous le savez. Donc voilà, ce n'est peut-être pas ce qu'il a fait le plus joli, mais c'est quand même ça. Donc ce sont des cylindres notés à picot mobile. Et puis j'en arrive tout de suite à ce qui se passe dans le Pierre-Jacques Hédreau. Vous voyez ce petit écrivain-là, qui est tout petit comme ça, eh bien il est admirable parce qu'il peut écrire n'importe quelle séquence de 40 lettres. Et il est programmé, chaque lettre est programmée par un taquet que l'on peut aller mettre sur ces trous que vous voyez ici en dessous. Et alors, chaque ergot, chaque taquet va mobiliser 3 cames, et les 3 cames mobilisent le bras gauche du petit, non le bras droit parce qu'il est gaucher, c'est pas comme moi, le bras droit du petit écrivain qui, dans l'espace, va former un A ou que sais-je, ou passer un blanc. Donc c'est magnifique parce que ça, c'est vraiment la programmation à taquet, tout à fait semblable à celle qui se trouve dans le corridor. C'est une programmation dont les cames, si vous voulez, ont des formes particulières qui vont dicter des mouvements. Donc c'est autre chose, me semble-t-il, c'est le même principe, mais ici c'est des picots, c'est du 0,1. Il y a un picot où il y en a pas. Ici, il y a tout un mouvement compliqué qui va donc ça ressemble beaucoup plus à ce qui se trouve dans le corridor. Alors j'en arrive tout de suite, on invente les papiers perforés, c'est M. Bouchon qui a inventé ça en 1725, et j'arrive, pendant ma langue, je vais vous parler de jacquard, pourquoi? Parce que Babbage a dit avoir vu à l'exposition universelle à son époque, il a vu cette machine, et il s'est dit qu'il allait en faire le support de sa machine à calculer qu'il avait en tête. On le sait parce qu'il l'a écrit, on est certain. Donc c'est après avoir vu ça, d'ailleurs il était tellement fanatique de jacquard, Babbage qu'il a acheté plusieurs de ces portraits qui sont faits tisser, ici c'est un portrait de jacquard fait en tissage en soie sur cette machine-là, et je pense qu'il en a offert un autre à la reine d'Angleterre, et lui il en a gardé un, Babbage, il était fanatique de jacquard. Et alors voilà ce qu'il en fait en fait, Babbage. Vous voyez, ça ce sont les originaux qui se trouvent au Science Museum à Londres. Ce sont donc une séquence de cartes perforées comme ça, c'est un programme, mais cette fois-ci un programme d'opération arithmétique, parce qu'il va dicter, on va faire une addition, puis une soustraction, puis enfin tout ce que vous voulez, mais donc dicté par ça. Et alors il y a des cartes données, mais ça je n'ai pas, le temps de vous parler de ça. Et puis j'en arrive au calculé programmable réalisé pendant la guerre. Et je vais vous parler de 2. Il y en a une qui est électrique, mais cette fois-ci recourt à des relais. Des relais, donc c'est un très grand progrès par rapport à celle qui se trouve ici dans le corridor, et elle a été conçue par Haeckel, le fameux Haeckel qui a coaché la machine mathématique XCF-NRS et qui est venu à Bruxelles plusieurs fois pour nous aider, nous, à être sûr que nous encourager, avoir les directeurs de ceux qui dirigeaient, qui n'est jamais descendu une seule fois voir les ingénieurs qui étaient sur le terrain, qui n'a pas donné ses plans, etc. Donc cette machine a été conçue sur place, je ferme la parenthèse. Et puis l'électronique, le fameux ENIAC, qui était aussi une voie sans issue, une voie de garage. Les Américains ont fait
une inauguration formidable, nous sommes les plus forts, etc. Mais en fait, c'était une voie de garage magistrale, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voici une photo de cette fameuse, d'abord la machine de Heiken, et vous voyez ici le programme qui était tellement grand sur bande perforée. Ce programme est tellement grand qu'il faut un support extraordinairement sophistiqué pour que ça ne s'enroule pas et que ça ne se déchire pas. Et puis, voici la fameuse machine ENIAC. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dames qui sont payées pour entrer le programme dans la machine. Donc le programme était câblé, et donc c'était des opératrices qui passaient des journées entières à câbler la machine. C'est une machine à calculer électronique, ce n'est pas encore un ordinateur. Et justement, on s'est rendu compte, les deux protagonistes, Eckert et Mauchly, qui est là, et puis après eux, est venu von Neumann dans la barque, ils se sont rendus compte que c'était une voie de garage, on n'a pas dit bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il fallait des jours pour entrer le programme, et puis pour l'exécuter, c'est une fraction de seconde. Donc c'est un non-sens absolu. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à travailler en électronique, mais mettre le programme en mémoire centrale. Comme ça, on pourra changer très facilement. Et c'est ça l'ordinateur. Je ne vais pas continuer à vous... Voilà, j'en arrive à mes conclusions. Au sujet de la programmation de la Hopkins, eh bien, actuellement, cette programmation est complètement méconnue, or qu'elle présente deux caractéristiques tout à fait singulières. Son caractère partiel, qui est à ma connaissance inédit, mais peut-être on peut me détromper, et l'usage des taquets pour calculer, qui est aussi, à mon sens, quelque chose qui n'est pas décrit dans les livres. Alors, en ce qui concerne cette utilisation de la programmation de cette machine par Monseigneur Lemaître, eh bien, je ne peux qu'abonder avec ma modeste contribution en disant le génie inventif et pratique de Georges Lemaître, qui, évidemment, on ne pouvait pas se payer un ordinateur à l'époque, c'était hors prix, qui est parvenu à détourner de son usage premier, mais il n'avait plus d'un tour dans son sac, visiblement, cette machine limitée, et à réaliser des machines, sur cette machine des calculs scientifiques extrêmement sophistiqués. Voilà. Alors, je n'ai pas fini, vous n'avez pas fini avec moi, je dois vous lire. Je prends maintenant la place qui était dévolue à Gilbert Lemaître, et je vais vous lire, mais Dominique est d'accord avec moi pour dire que c'est plein de poésie et que c'est vraiment très touchant ce qu'il a écrit à propos de ce qu'il a vu de ses yeux sur cette machine. Alors, la première machine programmable que j'ai vue dans le bureau de l'oncle Georges pouvait multiplier mais pas diviser. La Hopkins était un monstre mécanique de taille imposante qu'il avait racheté à une banque. Une forêt de leviers, de tiges et d'engrenages se cachait sous un capot. Ses contours arrondis en émail noir et brillant, vous voyez, c'est pas la même, lui donnaient pourtant cette élégance qu'on ne trouve qu'aux machines du début du siècle. Elle était campée sur un bâti tubulaire, massif et équipé de roulettes escamotables. Cet engin hors du commun était capable d'écrire et de calculer. En dessous du clavier de la machine à écrire se trouvait un clavier numérique constitué de 20 touches. Écoutez. Quand on actionnait ces touches, elles s'enfonçaient de plusieurs centimètres dans la machine et produisaient un claquement sonore comme celui d'un fouet. Mais mon oncle était pianiste. Il frappait les chiffres en rafale. On aurait dit une mitraillette. Et puis il évoque la programmation. Nous voici au plus étrange, la programmation. Sur le chariot, on pouvait visser une longue réglette sur laquelle des petits blocs mécaniques s'agrippaient et se déplaçaient à volonté. Sur chaque petit bloc, on pouvait visser plusieurs petits taquets, qui avaient chacun une fonction propre selon leur position et leur hauteur. On pouvait ainsi enclencher des mouvements vers la droite ou vers la gauche, commander des opérations, des changements de registre, etc. Mon oncle maîtrisait toute cette mécanique. Avec la précision d'un horloger, il plaçait des dizaines de petits taquets les uns contre les autres et programmait des développements de calcul fort complexes. Tout se passait automatiquement. Il entrait les données, enfonçait la grosse manette et pan, la machine démarrait avec fracas, gargouillait les nombres de registre en registre, malmenait le chariot de droite à gauche. À chaque position, les taquets actionnaient de nouveaux leviers qui réactivaient la machine. Elle redémarrait de plus belle, calculait bruyamment, imprimait d'un coup sec, ici puis là. Le chariot allait d'un bout à l'autre et le programme se déroulait impitoyablement pour les oreilles.
il arrivait que les secousses soient si rudes que le bâti, heureusement fort solide, se déplaçait sur le plancher de plusieurs centimètres. Quand enfin le monstre s'arrêtait, vaincu, mon oncle relevait le chariot et inspectait fièrement les résultats qui s'étalaient en rouge et en noir sur plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Il empoignait alors une autre réglette programmée, la fixait solidement à la place de la première et tout recommençait. Bien sûr, il n'y arrivait pas du premier coup. Pendant des heures, il ajustait des taquets sur les blocs, positionnait les blocs sur les réglettes et testait les algorithmes avec minutie. Le résultat était spectaculaire. Alors, la suite, ceci je comptais vous lire. Mais maintenant, ce que je vous lis maintenant, c'est ce que Gilbert m'a dit au téléphone. Veux-tu avoir demain absolument lire 2 textes qui me touchent beaucoup et qui sont plus émouvants pour lui. Mon oncle m'enseigna la rigueur dans l'invention, la précision dans l'audace et la mesure dans la témérité. Et il termine, je vous lis la dernière phrase de son article. Mais je sais tout ce que je dois à ce parrain, dont je ne cesse de chérir la mémoire. Puisse chacun m'accompagner dans la reconnaissance de ce fondateur. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Il est juste cette notre nouveau doyen offre à tout le monde. Merci. On aurait dû parler Je pense qu'il faut faire arrêter, mais... Ouais, ça va et toi? J'ai pas l'habitude. J'ai vu cette fille dans les journaux maintenant.